C'est arrivé un mardi soir, au début du mois de décembre. Nous venions de terminer le dîner, rien d'exceptionnel, juste des pâtes et une salade, et ma femme, Camille, a suggéré que nous nous couchions tôt. Elle s'était montrée inhabituellement affectueuse toute la soirée, me touchant le bras, riant de mes blagues, me lançant ses regards qui disaient qu'elle avait des projets pour plus tard. J'aurais dû être heureux. Nous étions mariés depuis 8 ans et notre vie intime était devenue routinière, prévisible, une fois par semaine, généralement le samedi soir, lumières éteintes, toujours les mêmes positions. Alors, quand Camille a pris l'initiative un mardi soir au hasard, avec un réel enthousiasme, j'ai été surpris, mais ravi. Nous sommes montés. Elle a tamisé les lumières, mis de la musique, chose qu'elle ne faisait plus jamais. Elle m'a embrassé avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et puis, en plein milieu de l'action, elle a gémi un prénom. Oh mon Dieu, Vincent. Oui, Vincent. Je me suis figé. Vincent était mon petit frère. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je demandé en reculant. Ses yeux se sont grands ouverts, et j'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel. Quoi? Rien. Je n'ai rien dit. Tu as dit Vincent. Tu as gémi le prénom de mon frère. Non, c'est faux. Tu as mal entendu. J'ai dit. J'ai dit vraiment, comme c'est vraiment bon. Mais je n'avais pas mal entendu, et la panique dans ses yeux me disait qu'elle le savait. Camille, tu viens de gémir le prénom de mon frère pendant qu'on faisait l'amour. Adrien, tu deviens fou. Je ne le dirai jamais. Tu as inventé ce que tu as entendu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle était assise maintenant, tirant le drap autour d'elle. Tu as des hallucinations. Je n'ai pas d'hallucinations. Tu viens juste de dire le prénom de Vincent. C'est faux, a-t-elle crié, et j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. De la colère, de la défensive, de la culpabilité. Je suis sorti du lit et j'ai commencé à m'habiller. Où est-ce que tu vas, a-t-elle exigé. J'ai besoin de réfléchir. Adrien, tu es ridicule. Tu as mal entendu et maintenant tu nous fais un caprice. Un caprice? Je me suis tourné vers elle. Ma femme vient de prononcer le prénom d'un autre homme au lit. Le prénom de mon frère. Et tu essaies de me faire passer pour un fou. Je ne te manipule pas. Tu as mal entendu. Mais je n'avais pas mal entendu, et nous le savions tous les deux. J'ai attrapé mon téléphone et mon portefeuille, et j'ai quitté la chambre. Je l'ai entendu m'appeler, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. J'ai atterri dans une brasserie ouverte 24h24 en périphérie de la ville. Assis dans une banquette au fond de la salle, devant un café que je n'ai pas bu, j'ai essayé de digérer ce qui venait de se passer. Ma femme avait gémi le prénom de mon frère pendant l'amour. Il n'y avait que quelques explications possibles. 1. C'était une véritable erreur, un court-circuit aléatoire du cerveau qui ne signifiait rien. 2. Elle pensait à lui. 3. Elle avait couché avec lui. Je voulais croire à la première option. Je voulais désespérément croire que c'était juste un lapsus étrange, dénué de sens et aléatoire. Mais la panique dans ses yeux, le déni immédiat, la colère. Ce n'étaient pas les réactions de quelqu'un qui avait fait une erreur innocente. C'étaient les réactions de quelqu'un qui s'était fait prendre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mes messages avec Vincent. Nous nous écrivions régulièrement. C'était mon petit frère. Et malgré nos 5 ans d'écart, nous étions très proches. Ou du moins, je le croyais. J'ai fait défiler nos conversations récentes, cherchant. Je ne savais même pas quoi. Un signe, un indice. Rien ne semblait inhabituel. On parlait de sport, on s'envoyait des mèmes, on discutait des préparatifs pour le repas de Noël chez papa et maman dans 2 semaines. Puis j'ai remarqué quelque chose. 3 semaines plus tôt, Vincent m'avait écrit, « Eh, je peux t'emprunter ta camionnette samedi? Je dois bouger des meubles. » J'avais dit oui. Il avait récupéré la camionnette ce matin-là. Mais Camille était à la maison ce jour-là. Moi, j'étais à une conférence professionnelle à Lyon. J'ai eu l'estomac noué. J'ai remonté la conversation plus loin, en regardant les dates. Vincent m'avait emprunté ma camionnette 4 fois au cours des 6 derniers mois. À chaque fois, j'étais en déplacement pour le travail. À chaque fois, Camille était seule à la maison. Oh, mon Dieu!
Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert mon journal d'appel. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais à qui? Je ne pouvais pas appeler mes parents. Pas avant d'en avoir la certitude. Je ne pouvais pas appeler Vincent. Il était potentiellement le problème. J'ai appelé mon meilleur ami, Maxime. Adrien, il est minuit, mec. Tout va bien? Maxime, il faut que je te parle. Tu peux me rejoindre maintenant? S'il te plaît. 20 minutes plus tard, Maxime se glissait sur la banquette en face de moi. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté. Le prénom, la panique, le déni, la camionnette, les dates. Maxime a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. D'accord, a-t-il fini par dire. Réfléchissons logiquement. Tu penses que Camille couche avec Vincent? Je ne sais pas. Peut-être. La façon dont elle a réagi, Maxime. Elle a paniqué, puis elle s'est mise en colère sur la défensive. Ce n'est pas comme ça qu'on réagit à une simple erreur. Non, a-t-il admis. En effet. Mais avant de faire exploser ton mariage et ta relation avec ton frère, tu dois en être sûr. Il te faut des preuves. Comment je trouve des preuves? Eh bien, le repas de Noël est dans 2 semaines, non? Tout le monde sera chez tes parents. Ouais. Alors, tu les observes. Tu regardes comment ils interagissent. Tu cherches des signes, et si tu vois quelque chose de suspect, tu le documentes. Et si tu ne vois rien, alors peut-être que c'était vraiment juste un bug étrange du cerveau. Mais Adrien. Je vais être honnête avec toi. La façon dont tu décris sa réaction, ça ne me semble pas très innocent. Je suis rentré à la maison à 2 heures du matin. La maison était plongée dans le noir. Camille était au lit, endormie ou faisant semblant de l'être. Je suis allé dans la chambre d'amis et je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, à fixer le plafond. Le lendemain matin, Camille a agi comme si de rien n'était. Elle a fait du café, m'a embrassé sur la joue, m'a posé des questions sur ma journée. J'ai joué le jeu, mais je l'observais maintenant, je l'observais vraiment. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai remarqué des choses qui m'avaient échappé auparavant. Elle était constamment sur son téléphone, mais elle l'inclinait pour que je ne puisse pas voir l'écran. Quand j'entrais dans une pièce, elle fermait rapidement ce qu'elle regardait. Elle prenait des appels dans d'autres pièces, parlant à voix basse. Elle avait commencé à aller à la salle de sport 4 fois par semaine, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait acheté de nouveaux vêtements, de la nouvelle lingerie que je ne l'avais jamais vue porter. Et elle était devenue distante. Pas froide exactement, mais ailleurs, comme si son esprit était toujours occupé par quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Je voulais la confronter, exiger la vérité. Mais Maxime avait raison. Il me fallait des preuves. Alors, j'ai commencé à tout documenter. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques. Camille envoyait des SMS et appelait un numéro que je ne reconnaissais pas, des dizaines de fois par jour. J'ai cherché le numéro dans un annuaire inversé. C'était le nouveau numéro de portable de Vincent. Il en avait changé il y a 3 mois et ne me l'avait apparemment pas donné, mais il l'avait donné à ma femme. J'en ai eu la nausée. J'ai installé une application d'enregistrement à commande vocale sur mon téléphone et j'ai commencé à le laisser dans des endroits stratégiques de la maison quand je partais travailler. Et j'ai attendu. 3 jours avant Noël, j'ai touché le gros lot. J'avais laissé mon téléphone dans la chambre, caché dans un tiroir pendant que j'étais au travail. En rentrant, j'ai téléchargé le fichier audio. Pendant les 2 premières heures, il n'y avait rien, juste des bruits ambiants, Camille se déplaçant dans la maison. Puis, à 14h47, j'ai entendu la sonnette. Les pas de Camille, la porte qui s'ouvre. Coucou, toi. Sa voix, chaleureuse et intime d'une manière qu'elle n'avait plus jamais avec moi. Salut, ma belle. Une voix d'homme. La voix de Vincent. Adrien ne rentre pas avant 18h. On a le temps. Bien. J'ai pensé à toi toute la journée. Le bruit de baisers, du mouvement, des pas qui montent les escaliers. Puis la porte de ma chambre qui se ferme. J'étais assis dans ma voiture, dans l'allée, en train d'écouter ma femme et mon frère faire l'amour dans mon lit. L'audio était explicite, indéniable, dévastateur. Quand ce fut fini, je les ai entendus parler.
Il va falloir faire plus attention, a dit Vincent. Adrien agit bizarrement ces derniers temps. Je sais. Je crois qu'il se doute de quelque chose. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La semaine dernière, j'ai accidentellement dit ton prénom au lit avec lui. Vincent a ri. T'as pas fait ça? Si. J'ai essayé de noyer le poisson, mais je ne crois pas qu'il m'ait cru. Camille. Il faut vraiment faire attention. Je sais. Je sais. C'est juste difficile. Quand je suis avec lui, je pense à toi. Combien de temps on va encore continuer comme ça? Se cacher, mentir. Je déteste ça. Je sais, bébé, mais on doit attendre la fin des fêtes. Je dirai à Adrien que je veux divorcer en janvier. Après ça, on pourra être ensemble pour de bon. Tu le promets? Je le promets. Je t'aime, Vincent. Je t'aime aussi. Encore des baisers. Puis Vincent est parti. J'étais assis dans ma voiture, l'enregistrement terminé, et je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de trahison, juste le néant. J'avais eu raison. Ils avaient une liaison, et ils prévoyaient d'être ensemble après qu'elle m'aurait demandé le divorce. J'aurais dû être anéanti, mais au lieu de ça, je me sentais étrangement calme. J'avais des preuves. J'avais un plan. Et j'avais le repas de Noël dans 3 jours. J'ai appelé Maxime. J'ai la preuve, ai-je dit. Un enregistrement audio d'eux ensemble dans ma maison, dans mon lit. Bordel, Adrien, je suis tellement désolé, mec. Ne le sois pas. Je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser croire qu'ils s'en sont sortis. Je vais aller au repas de Noël comme si de rien n'était, et ensuite je vais passer l'enregistrement devant toute la famille. Il y a eu un long silence. Adrien, tu es sûr que c'est une bonne idée? Ça va être explosif. Tant mieux. Ils veulent faire exploser ma vie. Je vais faire exploser la leur. Réfléchis bien, mec. Tes parents, ta famille. Ils découvriront la vérité. Que ma femme et mon frère me trahissent depuis des mois. Qu'ils prévoient de me quitter. Que ce sont tous les deux des menteurs et des tricheurs. D'accord, a dit Maxime prudemment, mais tu devrais peut-être en parler à un avocat d'abord. Te protéger financièrement. Il avait raison. J'ai appelé une avocate le lendemain matin. Monsieur Dubois, avec ses preuves, vous avez un dossier très solide, m'a expliqué maître Patricia Morel. En France, l'adultère est une faute qui peut influencer le versement d'une prestation compensatoire et le partage des biens. Depuis combien de temps êtes-vous marié? 8 ans. Vous possédez des biens en commun. Une maison, les 2 noms sont sur le prêt immobilier. Des enfants? Non. Cela simplifie les choses. Qu'en est-il de vos revenus? Je gagne environ 85 000 € par an. Elle tourne autour de 65 000 €. Vous êtes donc celui qui gagne le plus. Avec ces preuves, nous pourrons probablement éviter que vous ayez à lui verser une prestation compensatoire et négocier un partage des biens qui vous soit favorable. Quand souhaitez-vous lancer la procédure? Après Noël. J'ai quelque chose à faire d'abord. Maître Morel a haussé un sourcil. Monsieur Dubois, j'espère que vous ne prévoyez rien d'imprudent. Rien d'illégal, l'ai-je rassuré. Je vais juste m'assurer que la vérité éclate. Le jour de Noël est arrivé. Camille et moi avons conduit jusqu'à la maison de mes parents ensemble. Elle était bavarde, excitée, parlant de la nourriture et de la joie de revoir la famille. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vincent était déjà là à notre arrivée. Il m'a pris dans ses bras, m'a tapé dans le dos, m'a posé des questions sur le travail. Content de te voir, frérot, a-t-il dit avec un grand sourire. Toi aussi, ai-je répondu en lui rendant son sourire. S'il ressentait la moindre culpabilité, il la cachait très bien. Le dîner fut le chaos habituel. Mes parents, mes 2 sœurs et leur mari, Vincent, Camille et moi. 14 personnes autour d'une table couverte de dinde, de farces, de pommes de terre et de tous les accompagnements traditionnels. Tout le monde riait, parlait, se passait les plats. C'était chaleureux, bruyant, exactement comme tous les repas de Noël que j'avais toujours connus. J'ai attendu qu'on serve le dessert. Bûche de Noël, tarte aux pommes, crème chantilly.
Je me suis alors levé et j'ai tapé sur mon verre avec une cuillère. Et tout le monde, je peux avoir votre attention une minute? La table s'est tue. Tout le monde m'a regardé avec attente. Je voulais juste dire un mot avant qu'on termine ce repas. Je suis vraiment reconnaissant pour cette famille, pour vous tous. Vous avez toujours été là pour moi, vous m'avez soutenu, vous m'avez aimé. Ma mère a souri. Nous t'aimons aussi, mon chéri. Et j'ai toujours essayé d'être honnête avec vous tous, d'être quelqu'un sur qui vous pouviez compter et avoir confiance. Camille me regardait avec un léger froncement de sourcils, se demandant probablement où je voulais en venir. Donc, je pense que vous méritez tous de connaître la vérité sur quelque chose qui se trame. Le sourire de Vincent a légèrement vacillé. La vérité, c'est que depuis plusieurs mois, ma femme et mon frère ont une liaison. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Adrien, qu'est-ce que tu, a commencé Camille, mais j'ai levé la main. J'ai des preuves. Des enregistrements audio, des relevés téléphoniques, tout. Ils se donnent rendez-vous chez moi pendant que je suis au travail. Ils ont prévu de se mettre en couple après que Camille aura demandé le divorce. C'est faux, a crié Camille en se levant. Il ment? Ah bon? Parce que j'ai un enregistrement qui date d'il y a 3 jours. Vous voulez que je vous le fasse écouter? Vincent était devenu livide. Adrien, mec, viens, on va parler de ça en privé. Non, ai-je dit calmement. Je pense que tout le monde mérite d'entendre ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de ma femme a résonné dans la pièce. Coucou, toi. La voix de Vincent. Salut, ma belle. Je l'ai laissé tourner pendant 30 secondes. Assez longtemps pour que tout le monde les entende se saluer, s'embrasser, monter à l'étage. Assez longtemps pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se passait. Puis je l'ai coupé. Le silence était assourdissant. Le visage de ma mère était blanc. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Mes sœurs dévisageaient Vincent et Camille avec des expressions d'horreur et de dégoût. Espèce de petit con, a dit doucement mon père en regardant Vincent. Ton propre frère. Papa, je peux t'expliquer, a commencé Vincent. Expliquer quoi, l'a coupé ma sœur Emma. Expliquer comment tu as couché avec la femme d'Adrien? Expliquer comment tu as trahi ton propre frère? Ce n'est pas ce que vous croyez, a dit Camille, des larmes coulant sur son visage. Nous ne voulions pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Pendant des mois, dans ma propre maison, dans mon lit, pendant que j'étais au travail à vous faire confiance à tous les deux. Ma mère pleurait maintenant. Comment avez-vous pu faire ça, tous les deux? On est tombés amoureux, a dit Vincent, et j'ai failli rire face à tant d'audace. On ne l'a pas planifié. C'est juste arrivé. Rien ne juste arrive, a répondu mon père d'une voix dure. Vous avez fait des choix, tous les deux. Vous avez choisi de trahir Adrien. Vous avez choisi de mentir à cette famille. Sortez, a soudainement lancé ma mère. Vincent et Camille l'ont tous les deux regardé. Quoi, a demandé Vincent. Sortez de ma maison, tous les deux, tout de suite. Maman, a commencé Vincent. Tu n'es plus mon fils, a-t-elle dit, la voix tremblante. Aucun fils à moi ne ferait ça à son frère. Sors d'ici et ne reviens pas. Madame Dubois, s'il vous plaît, a tenté Camille. Vous ne faites plus partie de cette famille, a tranché ma mère froidement. Vous n'en avez jamais fait partie. Vous faisiez juste semblant pendant que vous détruisiez la vie de mon fils. Sortez. Vincent et Camille se sont regardés, puis m'ont regardé. Je leur ai rendu leur regard, le visage totalement impassible. Adrien, je t'en supplie, a murmuré Camille. On peut en parler? Non, il n'y a rien à dire. Mon avocate te contactera pour le divorce. Ils sont partis. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'ils montaient dans la voiture de Vincent et s'éloignaient. Quand je me suis retourné vers la table, toute ma famille me regardait. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis désolé d'avoir gâché Noël, mais je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Ma mère s'est levée et m'a pris dans ses bras. Tu n'as pas à t'excuser. De rien du tout. Ce n'est pas de ta faute. Elle a raison, a ajouté mon père en posant sa main sur mon épaule. Tu n'as rien fait de mal. C'est eux qui ont fait ça, pas toi. Mes sœurs m'ont pris dans leurs bras. Mes beaux-frères m'ont serré la main,
m'ont dit qu'ils étaient désolés et m'ont offert leur aide de toutes les manières possibles. Nous n'avons pas terminé le repas de Noël. Plus personne n'avait d'appétit. Mais en rentrant seul chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Du soulagement. La vérité avait éclaté. Je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à sourire et à faire comme si tout allait bien pendant que ma femme et mon frère me trahissaient. C'était terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels en absence et 83 SMS. La plupart venaient de Camille, me suppliant de lui parler, de la laisser s'expliquer, de lui donner une autre chance. Quelques-uns venaient de Vincent, s'excusant, disant qu'il n'avait jamais voulu me blesser, me demandant si on pouvait parler. L'un d'eux venait de ma mère, ton père et moi sommes là pour toi. Quoi que tu aies besoin. Nous t'aimons. J'ai effacé les messages de Camille et Vincent sans lire la plupart d'entre eux. J'ai répondu à ma mère, merci. Je vous aime aussi. Puis j'ai appelé Maître Morel, mon avocate. Je suis prêt à lancer la procédure de divorce aujourd'hui si possible. J'aurai les papiers prêts cet après-midi, Monsieur Dubois. J'ai entendu ce qui s'est passé à Noël. Comment avez-vous? Petite ville. Les nouvelles vont vite. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez géré ça parfaitement. Votre femme et votre frère ne peuvent plus rien nier maintenant. Toute la famille connaît la vérité. C'était le but. Eh bien, cela va rendre la procédure de divorce beaucoup plus simple. Elle n'a aucun moyen de pression, aucune sympathie, aucun argument pour se défendre. Nous allons vous obtenir un règlement très favorable. Camille a reçu les papiers du divorce à son bureau le lundi suivant. Elle m'a appelé immédiatement, en sanglotant. Adrien, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'aime. C'était une erreur. Je vais rompre avec Vincent. On peut aller voir un conseiller conjugal. Non, ai-je simplement répondu. Mais tu ne m'aimes pas, Camille. Tu aimes Vincent. Tu l'as dit toi-même. Je l'ai sur enregistrement. Tu te souviens. J'étais perdu. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu sais quoi? C'est très bien comme ça. Tu peux être avec Vincent. Vous êtes tous les deux libres maintenant. Tu peux avoir exactement ce que tu voulais. Je ne veux pas de Vincent. C'est toi que je veux. Non. Ce que tu veux, c'est ne pas avoir le mauvais rôle. Ce que tu veux, c'est ne pas perdre la moitié de ton patrimoine dans un divorce. Ce que tu veux, c'est ne pas être la femme qui a trompé son mari avec son frère. Mais tu es cette femme, et tu vas devoir vivre avec ça. J'ai raccroché. Elle a essayé de contester le divorce, prétendant vouloir se réconcilier, mais Maître Morel y a mis un terme rapidement. Votre cliente a eu une liaison avec le frère du plaignant. Nous avons des enregistrements audio, des relevés téléphoniques et le témoignage de toute une famille qui a entendu les preuves. Si elle veut faire traîner les choses, nous serons ravis de rendre le dossier public. Y compris les enregistrements. L'avocat de Camille lui a conseillé d'accepter l'offre de règlement. Nous avons partagé la maison à 50-50e. J'ai gardé mes comptes d'épargne. Elle a gardé les siens. Pas de prestations compensatoires, pas de pension alimentaire. Le divorce a été prononcé en 4 mois. Vincent a essayé de me contacter à plusieurs reprises. Je n'ai jamais répondu. En ce qui me concernait, je n'avais plus de frère. Mes parents pensaient la même chose. Ils l'ont retiré de leur testament, ont cessé de l'inviter aux réunions de famille et ont mis au clair qu'il n'était plus le bienvenu dans leur vie. Mes sœurs ont refusé de lui adresser la parole. Il avait choisi Camille au détriment de sa famille, et maintenant il n'avait plus ni l'un ni l'autre. J'ai appris par des connaissances communes que la relation entre Vincent et Camille s'est effondrée en moins de 6 mois. Il s'est avéré que leur amour n'a pas survécu dès lors que ce n'était plus un secret. Camille a essayé de revenir, s'excusant, disant qu'elle avait fait une terrible erreur. J'ai bloqué son numéro. Vincent a déménagé dans une autre région. Je m'en fichais de savoir où. 1 an après ce repas de Noël, j'étais assis dans mon nouvel appartement. Plus petit que la maison, mais il était à moi. Mon téléphone a sonné, c'était ma mère. Adrien, mon chéri, ton père et moi voulons que tu saches que nous sommes tellement fiers de toi. Fiers de moi pourquoi? Pour la façon dont tu as géré tout ça,
pour ta force. Pour ne pas avoir laissé ce qu'ils ont fait te détruire. Je ne suis pas sûr d'avoir bien géré, maman. Je les ai humiliés devant toute la famille. Ils se sont humiliés eux-mêmes, a-t-elle affirmé fermement. Tu t'es juste assuré que tout le monde connaisse la vérité. Il n'y a aucune honte à ça. Vincent me manque parfois, ai-je avoué. Le Vincent que je croyais qu'il était, mon petit frère. Mais cette personne n'existe plus. Peut-être qu'il n'a jamais existé. Je sais, chérie. Il me manque aussi. Mais il a fait ses choix, et nous avons fait les nôtres. Après avoir raccroché, j'ai repensé à ce repas de Noël, au moment où j'avais appuyé sur lecture sur cet enregistrement, aux expressions sur leur visage. Certains diront que j'ai été cruel, que j'aurais dû régler ça en privé, discrètement, sans impliquer toute la famille. Mais ils prévoyaient de détruire discrètement ma vie, de divorcer et d'être ensemble, me laissant le rôle du pigeon qui n'avait rien vu venir. Je m'étais juste assuré que tout le monde connaisse la vérité. 6 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Juliette et était professeure. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie, en tendant la main vers le même roman. Pardon, a-t-elle dit en souriant. Vous l'avez vu en premier. Non, je vous en prie, prenez-le, ai-je répondu. Et si on le lisait tous les deux, et qu'on se retrouvait pour prendre un café et en discuter, a-t-elle suggéré. J'ai souri. Ça me paraît parfait. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de Camille et Vincent. De la liaison, de l'enregistrement, du repas de Noël. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée, peut-être même qu'elle me juge. Au lieu de cela, elle a dit. Tant mieux pour toi. Tant mieux de ne pas les avoir laissés s'en tirer comme ça, de t'être défendu. Beaucoup de gens auraient simplement divorcé en silence et laissé tout le monde croire que c'était une décision mutuelle. Tu as fait en sorte que la vérité éclate. Certains pensent que j'ai été cruel. Certains pensent qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, a-t-elle rétorqué. Je pense que tu as fait ce que tu avais à faire pour tourner la page. Je suis tombé amoureux d'elle ce soir-là. 2 ans après ce fameux repas de Noël, Juliette et moi nous sommes mariés. C'était une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Mes parents étaient là, rayonnants. Mes sœurs pleuraient des larmes de joie. Vincent n'était pas invité. Camille n'était pas invitée. Et j'étais sincèrement, totalement heureux. Le soir de nos noces, Juliette m'a souri et m'a dit, « Je te promets que je ne prononcerai jamais, au grand jamais, le prénom de quelqu'un d'autre au lit. J'apprécie l'effort. Et si ça t'arrive un jour, je t'autorise à en diffuser l'enregistrement à n'importe quel repas de famille de ton choix. » Marché conclu, a-t-elle dit en m'embrassant. 3 ans après le repas de Noël, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Adrien, c'est Vincent. Je sais que tu n'as probablement pas envie d'avoir de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis désolé. J'ai été égoïste et stupide. Et j'ai détruit notre relation. J'ai détruit notre famille. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé et que mon frère me manque. J'ai montré le message à Juliette. Tu vas lui répondre, a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. J'ai pensé au frère avec qui j'avais grandi, celui qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait été mon témoin à mon premier mariage. Mais cette personne avait disparu. Il avait été remplacé par quelqu'un capable de trahir son propre frère, de mentir, de se cacher et de comploter pour lui voler sa femme. Non, ai-je finalement dit. Je ne le ferai pas. J'ai effacé le message. Certaines trahisons sont impardonnables. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Et c'est très bien ainsi. Parce que je m'étais bâti une nouvelle vie. Une vie meilleure, avec des gens qui m'aimaient, qui me respectaient et qui ne me trahiraient jamais. Et c'était amplement suffisant.